14h04, je vous propose donc de démarrer, ne serait-ce que pour pouvoir présenter le déroulé de cette heure et demie de webinaire. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est Planton local, le retour, puisqu'il y a maintenant à peu près un an, on vous avait fait une présentation du guide Planton local en 2023. Donc là, on revient pour vous présenter de nouveaux outils, toujours dans l'objectif de vous faciliter la vie sur le sujet de planter des espèces indigènes. Donc en termes de déroulé, il y aura une petite introduction juste de quelques minutes. Il y aura, pour poser le sujet, dans Manuel de la Foulouse du conservateur botanique des Pyrénées, Midi-Pyrénées, qui vous présentera qu'est-ce que planter local et pourquoi de nouveaux outils. Ensuite, je prendrai la parole pour quelques minutes pour vous présenter la plateforme web de l'outil Planton local, puisqu'on a décliné le guide en version outil interactif web. Là, vous aurez la main pour une dizaine de minutes afin de pouvoir poser vos questions, qu'on puisse échanger, que ce soit sur le sujet de planter local, mais aussi sur l'outil web qui vous aura été présenté. Ensuite, on vous présentera le contenu des différents fascicules techniques qui ont été produits et qui seront très prochainement disponibles sur notre site internet et aussi en impression papier. Et enfin, donc mes collègues Agnès Legendre du CAUE 09, Florian Matel de Fredan Occitanie Emmanuel vous présenteront des retours d'expérience très concrets sur les différents usages qui sont traités dans les fascicules pour que vous puissiez vous rendre compte effectivement de comment on peut utiliser, décliner de tels outils et une telle démarche dans vos projets. Et là encore, vous aurez 15 minutes de questions et d'échanges pour conclure sur deux infos d'actualité pour terminer à 15h30. Donc, si ça vous va, on arrive proche de la centaine de participants. Donc, on continue. Le chiffre du moment. Alors, moins 45%. Alors, moins 45% de population d'hirondelles de fenêtre depuis une vingtaine d'années en Occitanie. Alors, ça peut paraître étrange, on parle de plantes locales. Là, vous me dites, est-ce que je suis bien sur le bon sujet puisqu'on parle d'oiseaux? Oui, parce qu'en fait, évidemment, vous vous en doutez, le lien entre faune et flore sont évidents. Et du coup, le milieu urbain ne déroge pas à la règle. Et en fait, on observe plus globalement une baisse générale de 23% en 20 ans des populations d'oiseaux spécialistes du milieu urbain, alors qu'on pourrait imaginer que c'est plutôt les oiseaux rares et plus éloignés, moins communs, comme on dit, qui souffrent de ce genre de chute de population. Les causes, même si aujourd'hui elles sont mal connues, elles sont malgré tout multifactorielles et on peut notamment citer la diminution de la ressource alimentaire, la diminution des sites propices à la nidification ou encore la pollution. Donc forcément, en observant ça, on peut que faire le lien avec les milieux disponibles dans ces espaces urbanisés et notamment des milieux et des espaces végétalisés qui sont favorables à l'accueil de la biodiversité. D'autant que l'Occitanie a quand même du potentiel puisqu'elle abrite 71% de la flore nationale avec près de 5000 taxons différents. Donc ça, c'était la petite info du jour. Et je passe maintenant la parole, si Manuel est prêt, à Manuel de la Foulouse, donc, qui est chargé de restauration écologique au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, donc spécialisé sur les sujets d'espèces indigènes, d'espèces végétales d'origine sauvages, d'origine locale. Manuel, je te passe la Très parole. bien. Merci Véronique et bonjour à toutes et à tous. Et bien, alors, du coup, dans la continuité directe du chiffre du moment, pour recontextualiser pourquoi on travaille avec du végétal local et pourquoi cette démarche de planter local, voilà, je m'appuie aussi sur des éléments de crise de la biodiversité et donc des diminutions soit en termes de nombre d'espèces, donc des espèces, c'est les graphiques qu'on a sur la droite, donc c'est le nombre d'espèces qui sont menacées par rapport à l'ensemble des espèces connues. Donc dans plein de familles du vivant,
on a des espèces qui sont menacées, quasi menacées, et certaines éteintes ou disparues. Et même au sein des espèces qui sont plutôt en vert, donc qui ne sont pas menacées, on a des chutes de population. Et donc c'est voilà, comme ça vient d'être présenté pour les hirondelles. Et cette cause-là, elle est liée aux habitats, aux chaînes alimentaires. Et notre impact, il va être plus facile d'être sur la végétation parce qu'on ne va pas semer des papillons quand on fait un aménagement paysager. Par contre, on choisit de semer un végétal qui va jouer ces rôles-là et avoir des impacts sur une population d'oiseaux ou de papillons. Tu peux passer à la diapo suivante. Et du coup, cette crise de la biodiversité, elle a lieu dans un contexte de changements globaux. Et alors, elle a lieu dans ce contexte et elle est en partie une conséquence de certains des éléments que je présente là, mais en tout cas qui est important d'avoir en tête. Donc, d'une part, toute la thématique des invasions biologiques. Donc, on a de plus en plus de changements au niveau, de changements de mouvements, de population, de commerce. Et donc, on a des flux d'espèces qui sont accélérés. Et donc, on a des espèces. Alors, la photo en bas à gauche illustre le Buddleia du père David. Donc, on a des espèces végétales et des espèces animales qui sont exotiques, envahissantes et qui vont perturber les équilibres naturels. On a des dynamiques de changement climatique qui vont modifier les conditions stationnelles et la répartition de certaines espèces. Et puis, on a des changements importants d'usage du territoire qui vont contribuer à cette diminution des habitats et ou à la fragmentation des milieux, et donc du coup, diminuer les rôles qu'ils peuvent remplir pour la biodiversité. Tu peux passer à la suite. Et donc du coup, voilà, dans ce contexte extrêmement grossier et résumé, en tout cas, ce qu'on en retient, c'est qu'il est urgent de mieux concilier nos modes de vie, de produire et d'aménager avec la biodiversité dont nous dépendons. C'est pas soutenable de continuer à avoir ce type d'impact sur la biodiversité. Et donc, parmi le panel très large d'actions qu'il nous est possible de faire, il y en a 3 que je voudrais rappeler ici. C'est la restauration des écosystèmes naturels et de leur continuité. Donc voilà, quand c'est possible de concilier nos usages avec ces écosystèmes, de les restaurer. Le fait de renaturer des sites industriels ou des sites anthropisés, donc des sites qui ont été soustraits à la nature quelque part, quand ils sont plus utilisés, eh ben, de leur faire retrouver leur fonctionnalité, voire leur naturalité. Et sans aller jusqu'à la restauration écologique, le fait de valoriser la flore sauvage dans les espaces aménagés, eh ben, ça va nous permettre de restaurer ces fonctions, même dans des espaces tout à fait aménagés qu'on ne pourrait pas qualifier de naturels par ailleurs. Et donc de la même façon, alors là c'est un parallèle en fait entre la faune et la flore, mais c'est parce que si ça paraît évident quand on voit le déclin de certaines populations d'oiseaux sauvages, d'hirondelles des fenêtres par exemple, c'est pas en réintroduisant ou en accompagnant le fait qu'il y ait plus de poules dans les jardins de particuliers ou dans les espaces collectifs qu'on va jouer sur la vie faune et sur les populations d'oiseaux sauvages. Donc ça a peut-être plein d'aspects intéressants, mais en tout cas, c'est pas lié. Et ben pour la flore, c'est la même chose, sauf que c'est des fois un petit peu moins parlant. Une poule, on voit bien que c'est pas sauvage. Et donc du coup, pour la flore, c'est la même chose. On a besoin de se reposer sur des espèces et des écotypes sauvages pour pouvoir restaurer les populations sauvages de cette flore et de rendre les services écosystémiques que ces espèces auraient rendus dans les chaînes alimentaires. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser, donc tu peux passer à la diapo suivante, à des végétaux qui sont sauvages. Alors grosso modo, qu'est-ce que c'est qu'un végétal sauvage?
c'est un végétal qui n'a pas été sélectionné par l'homme. Donc, en gros, les filières avec lesquelles on travaille, elles partent toujours d'une graine ou d'une semence qui est récoltée en milieu naturel, sans qu'elle y ait été semée ou plantée de façon intentionnelle. Et donc, du coup, voilà, si on le fait par opposition, c'est par opposition aux variétés horticoles, fourragères ou agricoles. Et après, pourquoi local? Donc évidemment, le buddleia, l'arbre papillon que je présentais la slide d'avant, il est sauvage dans une autre région du monde, mais si c'est pas local, eh ben, il peut poser des déséquilibres et en tout cas, il n'a pas le rôle écologique qu'on lui attribue. Tu fais suivre? Et du coup, planter local, eh ben, ça implique il y a un ensemble de filières qui est associé à cette démarche. Donc, il y a un document qui est structurant, qui est un référentiel technique de la marque végétale locale, qui permet de garantir l'origine sauvage et d'autres éléments dans la diversité génétique. Oh, pardon, j'ai été déconnecté. Oui, c'est bon, t'es revenu. Ça concerne toutes les gammes de végétaux. Donc, ça peut aller de la plante grasse, de la mousse, jusqu'à l'arbre de Auger, en passant par la strate herbacée. Et ça concerne une grande diversité de métiers et qui sont, à mon avis, représentés dans les participants aujourd'hui de ce webinaire. Mais voilà, du paysagiste à la maîtrise d'œuvre, à la maîtrise d'ouvrage, jusqu'au particulier, pourquoi pas, dans ses choix de végétalisation de jardin. Et par contre, repenser l'élaboration des palettes végétales et la conception de certains projets, c'est pas aussi simple que de changer le nom de l'espèce et de plus prendre version A, on prend la version B. Ça demande un accompagnement et c'est pour ça que l'ARB et l'ensemble de personnes qu'on va présenter à la suite ont identifié le besoin de créer des outils pour accompagner ces changements de pratique. Voilà, et donc du coup, à l'initiative de l'Agence régionale de la biodiversité, il y a un comité de rédaction, il y a un ensemble de partenaires locaux qui ont été mobilisés pour réfléchir ensemble sur quels outils on peut proposer pour accompagner ces changements de pratique et faciliter l'adoption de cette démarche plantée locale. Tu peux passer à la suivante. Et donc le premier outil qui a été développé, dans lequel on a vraiment résumé tout ce que je viens de vous présenter, c'est un guide, donc le guide Plantons local en Occitanie, qui travaille d'une part sur la démarche, donc la démarche d'état des lieux, de conception d'un projet, de phase de réalisation et ensuite de gestion. Et donc comment on pense un projet orienté planté local. Et le deuxième volet de ce guide, c'est la présentation de palettes végétales organisées par type de milieu et par strate. Et donc voilà, avec pas mal d'éléments de renseignement des espèces. Tu peux passer à la suite, mais du coup, donc ce guide qui est très riche, il a quand même des limites dans son utilisation. Et donc voilà, parmi les premiers retours utilisateurs qu'on a eus, dans les limites, c'est qu'on ne peut pas en faire une extraction de liste d'espèces, donc ce n'est pas un tableur, grosso modo. Et consulter les listes d'espèces, c'est dans le texte, donc c'est un format digital ou imprimé, mais au fil de l'eau. Donc c'est quand même pas le plus simple pour extraire des données et partir sur une liste ensuite. C'est un guide qui ne traite pas dans le détail certains usages spécifiques au milieu urbain, donc les usages qui vont être présentés dans les fascicules à la suite dans le webinaire. Et puis, le fait d'avoir présenté des palettes végétales comme ça en fin de guide, ça ne nous permettait pas facilement de sélectionner certains critères, comme par exemple l'aire biogéographique. J'ai un projet dans la zone Méditerranée, par exemple, et ben, un guide papier comme ça ne me permet pas d'avoir accès uniquement aux espèces de la zone Méditerranée. Ou je veux du fleurissement sur la période mai-juin parce que j'ai des enjeux sur...
voilà, sur cette période-là. On ne peut pas filtrer les critères dans ce guide. Et enfin, le dernier élément, c'est que sur chacune des espèces mentionnées dans le guide, on a uniquement un nom latin, un nom français. Et en fait, on n'a pas facilement accès à des éléments de visuel, donc des photos, ou des éléments de répartition sur le territoire de cette espèce dans le milieu naturel, ou est-ce qu'elle est disponible en végétal local, ou quels sont les synonymes, des fois les noms des espèces évoluent. Donc les outils qu'on propose aujourd'hui vont permettre de répondre à toutes ces limites. Et donc voilà. Mais donc du coup, pour répondre à ces limites-là, les deux outils qu'on présente aujourd'hui, c'est d'une part un outil web que Véronique va présenter et à côté de ça, des fascicules techniques par type d'usage et notamment en milieu urbain. Merci beaucoup, Manuel. On gardera les questions, en fait, s'il y en a, juste après la présentation d'outils web. Du coup, je prends la main et bah, déjà, je me présente, Véronique Vente. Donc, je suis chargée de projet à l'Agence régionale biodiversité d'Occitanie sur les sujets planification territoriale, ERC et aussi tous les sujets plantes en local. Donc, je suis sur le site de Toulouse et donc en charge effectivement dans l'équipe du comité de rédaction, comme tous ceux qui interviennent aujourd'hui, enfin en tout cas une partie, puisque on ne peut pas faire parler tout le monde. On avait fait parler certains au précédent webinaire. On essaie effectivement de valoriser l'ensemble de nos partenaires. Donc, comme le disait Manuel, un outil en ligne. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu, comme il le soulevait très, très clairement, les limites d'un document papier. Donc, c'était d'une part nous permettre d'actualiser les listes, puisqu'on sait qu'il y aura effectivement de l'évolution, notamment en termes de disponibilité en végétal local. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas mettre cette information sur le guide papier, parce qu'en fait, elle allait être obsolète très rapidement. Permettre des photos et d'autres informations d'espèces, le téléchargement en fait des listes sous format Excel et la sélection de critères spécifiques, comme le disait Manuel. Alors, hop, je vais lancer l'outil en ligne tout de suite et vous allez juste, je vais demander à mes collègues de me dire si on le On voit voit ou bien. pas. On voit Ah bien, ouais, très bien. parfait, super, ça marche. Donc, vous avez en avant-première la page web qui va être très prochainement mise en ligne. Là, voilà, on affine quelques petits ajustements de forme encore avec le développeur. La page web qui doit être finalisée, d'être montée. Donc, d'ici fin d'année ou tout début janvier, vous aurez accès à cet outil. L'idée de cet outil, c'est de pouvoir faire des recherches un peu spécifiques. Vous avez plusieurs modes de recherche. Le premier mode de recherche que vous avez ici, c'est approche zone biogéographique. Donc, soit vous tapez ici le nom d'une commune, où du coup vous aurez la liste, non pas effectivement des espèces présentes dans la commune, puisque là il faudrait avoir des inventaires exhaustifs, mais du coup la commune est associée à forcément à une zone biogéographique que vous voyez ici, et donc vous aurez accès à toutes les espèces qui sont adaptées à la zone biogéographique à laquelle correspond la commune. Donc soit vous faites une commune, soit vous recherchez, vous voyez ici, vous sélectionnez par exemple sud-ouest. Hop, et là, vous avez toute la liste de la zone sud-ouest. Donc, vous l'avez en déroulé, là, avec toutes les pages que vous déroulez ensuite ici. Et vous obtenez du coup l'ensemble. Donc, ça démarre par la strate arborée. Vous avez la strate arbustive en suivant et l'herbacée à la fin. Et là, vous avez le bouton pour télécharger les résultats de la recherche en format Excel. Donc, si on revient en arrière, hop, vous n'êtes même pas obligé de revenir en arrière si vous voulez. Par exemple, vous vous posez plutôt la question de est-ce que telle espèce, elle fait partie de la liste, est-ce qu'elle est indigène? Par exemple, on va dire la bourrache. Et là, la bourrache, vous avez effectivement sa fiche avec tous les accès disponibles. Vous voyez qu'elle est disponible en végétal local et vous voyez d'ailleurs qu'ici, elle est disponible en végétal local pour uniquement la Méditerranée, puisque du coup, le végétal local est associé aux 4 zones biogéographiques qui vous ont été montrées tout à l'heure. Donc, à chaque fois, la spécification de végétal local n'est pas forcément pour toute l'Occitanie, mais par zone biogéographique spécifique. Donc, elle est disponible, en fait, elle est adaptée à Sud-Ouest et Méditerranée, mais disponible en végétal local que pour Méditerranée.
Vous voyez ici aussi, vous avez donc accès à la photo. Là, vous pouvez télécharger la fiche de l'INPN qui va vous donner beaucoup plus d'informations sur l'espèce, notamment de nombreuses photos. Et là, la répartition disponible de l'espèce au niveau du SINP, donc du système d'information nature et paysage. Et donc là, quand vous déroulez ici, vous avez l'ensemble des critères que vous pouvez trouver sur l'outil, sur le guide, donc que vous avez ici détaillé. Et justement, par rapport à cette recherche-là, hop, je reviens en arrière. Là, vous pouvez choisir, comme on disait, un des critères qui nous paraît évident, c'est à rechercher, c'est l'aire biogéographique. Vous pouvez du coup choisir votre aire, votre milieu. Par exemple, on peut dire on s'intéresse aux boisés et aux milieux ouverts. On peut dire, voilà, vous avez l'ensemble des strates, vous avez des critères de lumière, de température. Là, vous retrouvez tous les critères que vous retrouvez sur votre guide planton local. Et donc, avec l'ensemble de ces recherches, vous avez aussi des spécificités par rapport à la floraison, à la couleur de fleurs également, comme le soulevé manuel si vous avez des enjeux particuliers, type de feuillage aussi, pour les feuillages caducs ou persistants, etc. Aussi, un focus sur l'intérêt pollinisateur. Là, j'observe à l'instant un petit bug qui est remonté là, qui disparaîtra. Donc, vous avez, selon l'intérêt que vous avez par rapport à ce paramètre pollinisateur, vous pouvez sélectionner vos espèces comme ça. Et là, vous cliquez sur Rechercher et ça va vous donner. Alors là, ça fait partie des ajustements qu'on doit avoir, c'est-à-dire des photos qui nous manquent aujourd'hui, qu'on va récupérer. Mais donc, vous avez l'ensemble des espèces disponibles pour les critères que vous avez choisis. Où vous déroulez, vous avez l'ensemble des informations. Donc, vous pouvez dérouler, faire votre marché là-dessus visuellement. Et quand vous avez besoin d'y travailler dessus, vous téléchargez les résultats sous format Excel. Et donc, vous l'ouvrez ici. Et je vais vous montrer très rapidement le résultat. Bon, ça n'a rien de magique, hein. C'est un tableau Excel très simple, assez brut de décoffrage, mais bon, quand on en est à utiliser un tableau Excel pour des palettes végétales, on a l'habitude. Vous activez la modification. Et donc, vous avez végétal local 1 ou 0. Et là, vous avez les noms scientifiques, etc. Vous avez le lien INPN, exact, etc. La famille, les milieux. Donc là, vous pouvez faire tous les fils que vous voulez pour vous en servir comme outil de travail au quotidien si vous en avez besoin. C'était une demande qui nous était notamment remontée des paysagistes et bureaux d'études qui peuvent aussi, s'ils ne veulent pas faire leur marché là-dessus et commencer à sélectionner, quand vous êtes au démarrage de l'outil, et je conclurai là-dessus, vous voyez ici télécharger les palettes végétales complètes. Donc, si vous voulez vraiment vous en servir comme un outil de travail très technique, mode tableau Excel, vous téléchargez la palette ici. Vous aurez la palette actualisée à la date, notamment d'actualisation des disponibilités en végétal local. Et donc, vous aurez la totalité du fichier que après vous utiliserez comme un outil de travail complet. Voilà pour moi. Et maintenant, on peut passer aux questions. Alors, j'essaie de remonter en même temps. Donc, le site web est une bonne idée, merci. Ça nous rassure, ça demande un peu de travail, mais effectivement, on avait l'impression que ça pourrait répondre. Alors, attendez, je compte, tac, tac, tac. Peut-on savoir quel type de plante locale peut attirer la mésange verte pour la lutte contre la chenille processionnaire? Là, je me tourne vers les experts du sujet. Je vous avoue que là, je ne sais pas répondre. Mais pour le coup, petite précision quand même que je rappellerai, notamment dans les fascicules, c'est que pour des demandes très spécifiques comme ça, l'idée de ces guides, c'est d'orienter. C'est surtout pas de remplacer l'expertise et le conseil vraiment des acteurs et des experts locaux. Donc ce genre de questions, typiquement, ben, un expert local naturaliste pourra vous répondre voilà, de façon beaucoup plus efficace que nous.
Donc, n'hésitez pas, les partenaires, à réagir si vous voulez. Pour l'intérêt pollinisateur, est-ce que c'est toute espèce confondue? Alors, toute espèce confondue. De pollinisateurs, vous voulez dire? Je pense. Vas-y, Manuel, si tu veux. Oui, par rapport aux pollinisateurs. Alors du coup, il y a plusieurs familles. Toute espèce, c'est assez compliqué, mais il y a plusieurs familles qui ont été étudiées effectivement. Donc c'est l'OPI qui a été à la manœuvre de ces critères-là dans le guide. Mais ce qui est intéressant et ce qui fait un peu le lien aussi avec la question sur la mésange, c'est que, par exemple, les mésanges se nourrissent de chenilles, notamment, et qui sont plutôt phytophages que pollinisatrices à ce stade de développement. Et donc, du coup, voilà, c'est intéressant de se dire qu'il y a les pollinisateurs, mais il y a aussi tous les autres insectes qui vont consommer des plantes et qui vont être dans une autre, qui vont être la nourriture de ces oiseaux-là et qui vont permettre de leur venue sur le cycle, voilà, sur un autre cycle de l'année pour qu'ensuite elles puissent contrôler les chenilles processionnaires. Et donc, sur les pollinisateurs, je ne sais pas toutes les espèces. Je sais que les hyménoptères, les diptères et les papillons de jour et Oui. les coléoptères ont été pris en compte. Oui, alors si par contre pour la question plus technique, là, même si je ne l'ai plus en tête maintenant, ça fait partie de l'annexe méthodologique qui est disponible à la fin du guide canton Ah oui, local. En fait, le calcul qui a été utilisé pour donner cette potentialité d'intérêt par rapport aux pollinisateurs a été décrite par l'OPI. On remercie Stéphane Jolin pour tout le temps qu'il a passé sur ce sujet, même si aujourd'hui il n'a pas été disponible pour être avec nous. Donc voilà, vous pourrez retrouver le détail en fait de la méthodo de cet indicateur-là à la fin du guide dans l'annexe méthodo. Pour continuer, est-il prévu des propositions de type paysager, parc urbain, stationnement, cours d'école? Alors là, j'ai envie de vous dire teasing parce que on va en parler juste après dans les fascicules. J'ai envie de dire oui, oui mais non. En fait, ça n'a pas été notre entrée en termes d'affichage, mais oui, ça va répondre à ce type d'usage. Mais vous le verrez après, du coup, vous pourrez reposer des questions s'il vous en reste. Alors, vous avez prévu d'actualiser tous les combien périodes? Là, je me tourne plutôt vers Manuel, si je ne me trompe pas, peut-être une à deux fois par an. C'est par rapport au nouveau candidat végétal local, c'est ça? alors ça dépend sur quel sujet. Sur des sujets, vu qu'il y a plusieurs centaines d'espèces, s'il y a des erreurs, on peut les corriger Au fil de l'eau. au fil de l'eau. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est lié à la marque végétale locale, les ajouts d'espèces et les dossiers de candidature se font une fois par an. Donc l'actualisation vraiment du critère végétal local, il est prévu une fois par an. Oui, ben voilà. Donc effectivement, il y aura le végétal local qui évoluera régulièrement par contre pour toute coquille, erreur, modification, changement, vu que ce n'est que pour le coup l'outil en fait c'est juste un tableur Excel, donc notre tableur de travail qu'on met en source et donc sur lequel on a la main et qui suffit en fait de réimporter. Donc c'est assez facile si effectivement on n'est pas à l'abri d'erreurs. On a 614 espèces au total, donc on a passé énormément de temps tous à relire ces tableaux, mais on n'est pas à l'abri effectivement de coquilles qui peuvent rester. Donc pour ce genre d'erreurs, c'est pas, comme dit Manuel, c'est pas un souci pour les changer. L'actualisation, notamment sur végétal local, ce sera une fois par an. La nature en ville correspond-elle à une option dans les milieux? Alors là aussi, petit teasing, vous avancez un petit peu sur le sujet, vous verrez effectivement quand on présentera les fascicules qu'il y a des options de milieu spécifiques en fonction des usages. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Euh, Alors là, je vois, c'est que sur l'indicateur, il y a juste écrit fort intérêt, faible intérêt, etc. Donc, quelle est la question? Je crois que c'est Léa Non, Bossa Envirobat. c'était Véronique, un retour sur une question qui était plus haut. Donc tu peux passer D'ac- à la suivante. D'accord, merci beaucoup. Euh, Oui, alors le site Sésame est intéressant pour les conseils de plantation en zone urbaine, services typologiques, etc. Oui, 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 l'outil Sésame est intéressant. Euh,
Voilà, la grosse différence en fait, merci Stéphanie pour le complément de réponse, c'est que Sésame en fait on n'est pas sur le même choix en fait de parti pris. L'approche planton local, on est vraiment sur euh, favoriser, amener plus des habitudes de plantation vers des espèces sauvages d'origine locale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est contre les exotiques, hein, c'est pas le sujet. On est contre les exotiques envahissantes, ça oui, vu que c'est une des 5 causes de perte de biodiversité mondiale. On ne peut que être contre. Nous, en tant qu'agence biodiversité, mes partenaires, je pense que c'est pareil. Mais l'idée, c'est voilà, d'amener plus de biodiversité pour toutes les raisons que vous retrouverez dans le guide qu'on vous a exposé en introduction encore. L'outil Sésame, il est plus sur les types de plantations indigènes, mais aussi exotiques. Voilà, sur un angle plus large. Donc, il y a beaucoup effectivement, d'exotiques dans les palettes de Sésame, en effet. Pour la mésange, effectivement, la mésange verte n'existe pas ici. La mésange bleue, oui, pour les aider à nichoir est toujours une bonne chose. Sinon, remplacez votre résineux par un végétal local. Quel type de plante peut attirer la mésange verte pour la lutte? Ouais, ça a été déjà posé tout à l'heure. Et donc, il y a une réponse, effectivement, merci. Donc, il est proposé des grands arbres feuillus comme les chênes, merisiers, arbustes à baies comme les aubépines, pruneliers, sureaux, fusains, églantiers, parce que c'est très prisé des mésanges. Alors, je vois que on est pile au niveau du timing. Par Merci contre, beaucoup. Oui. tu as une question qui est partagée visiblement sur l'accès aux fournisseurs des différentes plantes. Est-ce qu'il y a un accès possible, une liste fournie? Ah, mais merci, parce Ouais. que celle-là, ça m'avait échappé. Je laisse la parole à Manuel. Oui, alors du coup, les producteurs et productrices qui sont en végétal local sont disponibles par région d'origine sur le site www.végétal-local.fr. Donc l'entrée du site est à peu près la même que celle du guide. Donc en rentrant sur le site, il y a une rubrique les végétaux et les producteurs. On commence par choisir la région, l'aire biogéographique dans lequel se situe le projet de plantation ou de semis. Et ensuite, on trouve les espèces disponibles et la liste des pépinières, semenciers, producteurs de toutes sortes pour cette région. Et du coup, merci Manuel pour cette réponse. Une dernière question de Fablim et après on clôturera la salle de questions, sachant qu'il y a un temps de questions plus long à la fin du webinaire, ne vous inquiétez pas. Donc la question, c'est des actions sont-elles prévues pour accompagner les producteurs à fournir les espèces mentionnées qui ne sont pas encore disponibles? J'ai envie de dire, il y a une feuille de route. Végétal sauvage d'origine locale qui est en train d'être finalisé, qui sera mis à disposition. Mais Manuel, je te laisse en parler. Oui, bah, du coup, il y a une feuille de route, il y a un plan d'action à l'échelle de l'Occitanie qui permet de réunir différents acteurs qui travaillent sur cette filière. Et donc voilà, il y a différents programmes, différents partenaires qui s'y investissent. Et donc, pour cette action spécifiquement, il y a par exemple un programme Sudoway Flore qui vise à accompagner la multiplication d'espèces herbacées en végétal local. Et donc, du coup, notamment des espèces sur lesquelles il n'y a pas encore d'itinéraire technique bien maîtrisé. Je fournis du coup le, le lien végétal local. C'est végétal-local, hein, je crois. Oui, Léa Bossa l'a mis en ligne. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai un peu de retard sur. Voilà, donc si ça vous va, pour pas qu'on prenne trop de retard et qu'on puisse échanger sur tout, je vais continuer. Donc, je garde la main pour cette fois vous présenter justement les fascicules techniques. Donc, les fascicules techniques, l'idée, comme le disait Manuel tout à l'heure, c'était d'aller un peu plus au fond d'usages spécifiques liés à l'aménagement.
Donc, on en a proposé un sur les grimpantes, un sur les noues et fossés, un sur les pelouses et prairies, et enfin un sur les talus. Chaque fascicule a du coup la même structuration pour que les gens s'y retrouvent plus facilement. Donc, avec une première information sur pourquoi végétaliser en ville et pourquoi planter local, donc à l'instar du guide Plantons local, que certains du coup doivent déjà connaître. L'idée est de rappeler l'importance de végétaliser les espaces urbanisés, de planter local même dans ces espaces. Chaque fascicule met également en avant les atouts de chaque type de végétalisation, qu'on parle de murs à végétaliser, de nous, d'espaces verts de façon plus large. Donc, il contient donc cette première partie de rappel préalable des intérêts, des retours d'expérience visuelle, parce qu'après cette argumentation sur l'intérêt de planter local qui reste un peu théorique, l'idée était rapidement de montrer des résultats pour donner envie, enfoncer le clou de l'argumentation théorique par des résultats visibles. Donc là, sur les talus, on verra des exemples divers et variés sur les zones d'habitation, dans une ZAC, en bord de route. Pour les grimpantes, là aussi, vous avez des centres-bourgs, des espaces urbains plus modernes, voilà, des structurations aussi de bâtiments plus ou moins importants et plus ou moins anciens. Sur les nouées fossés aussi, on se retrouve dans différentes situations avec voilà, là, des zones d'habitation. Ici, plutôt des quartiers plutôt beaucoup plus urbains. Là, sur des espaces, finalement, là, on est en secteur en fait de parking, même si ça ne se voit pas là, justement, c'était l'intérêt. Là, c'était des fossés en zone d'activité aussi. Sur les pelouses et prairies, même logique, donc végétalisé avec du végétal local en entrée de ville, en bordure de trottoir, en cheminement doux au sein même d'un quartier, ou encore dans les collèges, et dans le cas du collège par exemple, là ça devient même un support d'atelier pédagogique, donc ça a aussi d'autres intérêts d'appropriation pour le public. Des recommandations générales qui vont concerner la gestion différenciée, donc que ce soit pour des jardins éphémères comme vous avez l'image à gauche, ou des questions d'usage et de sécurité sur finalement la gestion différenciée sur un bord de route et de trottoir. Également le sujet de l'éco-pâturage qui s'adapte à tout secteur, même en milieu urbain. Des recommandations spécifiques, alors là, j'en ai relevé seulement 3, comme la technique de l'hydroseeding pour végétaliser les sols en pente. La prise en compte en fait des différents types d'accroches pour les grimpantes, que ce soit des vrilles, des organes de préhension spécifiques comme vous avez ici avec la vigne, ou encore des crampons pour le lierre. Le traitement aussi de la pente avec des recommandations en fonction de l'importance de la pente, et la recommandation sur des pentes douces qu'on appelle aussi talus paysagers. Et une recommandation en particulier pour les noues et fossés sur de la végétalisation naturelle, en fait, et voir la régénération spontanée qui reste recommandée. Des points d'alerte et les fausses bonnes idées aussi, avec un focus encore sur la propagation des espèces exotiques envahissantes, qu'il faut avoir, même quand on fait finalement de la végétalisation naturelle et qu'on laisse la régénération un peu spontanée se faire, effectivement, ça peut amener le développement des espèces exotiques envahissantes qui ont un comportement très pionnier. Donc, dès qu'il y a un espace à conquérir, elles sont souvent plus rapides que les autres. Donc, il faut toujours quand même avoir un œil dessus. Et le sujet du plastique, que ce soit en mode paillage, donc vous voyez ici un talus qui est totalement recouvert, et vous voyez après, quand il y a développement du végétal, ce que ça peut donner, et des murs végétaux totalement en plastique, comme vous voyez là. Alors ça ne se voit pas forcément bien, mais tout ça, c'est du plastique. Donc, on termine chaque fascicule par des palettes végétales adaptées à chaque usage. Alors là, il y a un travail spécifique de consultation des producteurs de végétaux sauvages d'origine locale à partir de la liste Plantons locale. Donc là, je remercie en particulier le CBN PMP d'avoir passé du temps à échanger avec les producteurs qui ont du coup fait une sélection en fonction des usages et de leur connaissance en fait de terrain, de ce qui était le plus adapté. Juste un élément de rappel, on a toujours dit que la démarche Plantons local n'était pas de donner des outils totalement clés en main qui pourraient donner l'impression
de pouvoir se passer de l'expertise locale. Avec ces listes par usage, ça peut donner cette impression d'approche clé en main parce qu'on est sur des listes spécifiques pour un usage spécifique. Sauf que c'est toujours pas le cas. Il s'agit de propositions, des propositions non exhaustives, non limitatives, car des espèces, notamment des espèces traditionnelles, peuvent tout à fait compléter ces palettes et même parfois mieux répondre aux besoins d'aménagement. Donc l'idée toujours, c'est d'aller se faire conseiller et prendre ces listes vraiment comme des inspirations, comme une base de travail à préciser et à compléter avec l'accompagnement des experts locaux qui restent à votre disposition. Donc l'idée là, c'était d'avoir des palettes végétales simplifiées. Donc vous voyez qu'il n'y a plus tous les critères derrière. Ça, c'était une question de gain de place puisque les fascicules sont en PDF. Et donc pour répondre à une des questions qui s'était soulevée tout à l'heure, ça renvoie vers l'outil web que je vous ai présenté. Et là, vous voyez qu'il y a dans les milieux possibles, vous voyez une déclinaison du volet bâti avec pelouse, prairie fleurie, talus et grimpante. Donc, vous pouvez effectivement aller charger et chercher les listes en fait par type d'usage et vous aurez donc accès aux photos et à toutes les caractéristiques des espèces qui sont citées dans les fascicules. Et là, vous vous dites, ils se sont loupés, ils ont oublié un usage qui, nous, est faussé. Pas du tout. Pour le coup, il y a peut-être des bugs, mais pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait le choix de ne pas proposer de palette pour les nous et faussés. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'on recommande fortement pour ces espaces-là de laisser la végétalisation spontanée se réinstaller. D'autre part, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les espèces de milieux humides ne sont pas les plus adaptées pour les noues et les fossés, parce que ce sont des espaces qui sont la majorité du temps secs, et que cela se corrèle finalement aux palettes qui sont d'ores et déjà proposées pour les talus et pour les pelouses et prairies. Donc nous renvoyons sur ces trois palettes qui sont déjà disponibles par ailleurs sur le site web, comme avec les fascicules qui seront disponibles. Et voilà pour moi. Je laisse la parole. Il y aura des questions en suivant. Je laisse donc la parole à Florian Martel, donc, qui fait partie du comité de rédaction, qui est chargé de mission environnement en GEVI. Alors, GEVI, c'est jardin, espace vert et infrastructure, donc qui s'occupe du secteur est de la région. Et Agnès Legendre, qui est directrice du CAUE de l'Ariège. Je les remercie encore pour leur disponibilité, le temps passé à préparer ce webinaire avec moi. Et je vous passe la parole, Agnès. Merci Véronique. Donc bonjour à toutes et à toutes. Donc moi je suis chargée un peu de vous faire des retours d'expérience auprès des collectivités qui ont utilisé plus largement donc la végétalisation dans leur projet d'aménagement d'espaces publics et également donc des inspirations végétales locales hein, puisque c'est le cœur du sujet. Donc le premier exemple c'est celui de Saran. Saran c'est une petite commune du Gers qui a choisi de revaloriser les espaces publics de son centre ancien, qui est un centre médiéval avec un très beau bâti, un très beau patrimoine bâti. Et le projet donc s'est beaucoup appuyé sur l'utilisation des végétaux, que ce soit l'installation de végétaux en pied de mur, et également donc un usage très très important de plantes grimpantes. Hein. Cet exemple-là, vous allez le trouver dans le fascicule sur les plantes grimpantes. Euh, donc en plus, ce qui est intéressant, c'est que sur un centre ancien médiéval, les ruelles sont étroites et donc là, ils ont installé des systèmes d'accroche et d'élingues traversants en fait. Et l'idée, c'est à terme, donc d'avoir un effet de tonnelle comme ça qui se développe ponctuellement. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, il y a deux exemples hein, de ce que ça peut donner. Donc, c'est des photos. Ces photos-là, elles ont 2 ans de plantation. Donc, on voit que ça a été planté correctement. Il y a eu un choix justement de palettes végétales complètement adaptées en fonction des effets de façade, hein, parce qu'on va avoir des façades plein sud, des façades plein nord, ou alors des expositions mixtes, hein, et donc des choix de plantes qui sont notamment à réaliser dans ce cadre-là. Il y a un mix hein, au niveau des grimpantes hein, sur des grimpantes locales hein, comme
les houblons, les chèvrefeuilles, les clématites botaniques également, associées donc avec des plantes plus horticoles, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de déambuler dans un jardin, même s'il est urbain, et qu'on a des liaisons donc avec le paysage environnement qui se fait assez naturellement. Voilà pour moi. Florian, je te laisse la parole. Il faut juste que tu ouvres ton micro. Tu n'y arrives pas? Ah, alors, comment ça se fait que... Alors maintenant, il faut que je te retrouve. Ça va être un tout petit peu plus compliqué. Attends. Voilà, c'est Ah, c'est bon? bon, ça y est, je suis Voilà. autorisé à parler. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Florian Martel, je travaille à Frédon Occitanie, qui est une structure qui est spécialisée dans la surveillance du territoire en Occitanie sur les questions de santé du végétal. Donc on est délégataire de service public de la DRAF Occitanie sur cette question. Et moi, j'anime un réseau de gestionnaires d'espaces végétalisés, le réseau GEVI, que certains connaissent, déjà, qui agissait sur le zéro phyto pendant plusieurs années et qui aujourd'hui agit sur la transmission des bonnes pratiques de gestion écologique des espaces, végétalisés. Donc, là, l'idée de cet exemple, c'est de revenir sur l'exemple de Marguerite, qui est une petite commune dans le Gard, qui, a répondu en fait à un appel à projet de la région, sur le budget participatif de la région sur ma solution pour le climat. Bon, l'idée là de la commune, c'était de travailler sur les îlots de chaleur, hein, puisqu'en fait, ce sont des rues minérales, sans végétal, sans grimpante à la base, sans, plantation en pleine terre. Donc l'idée, c'était de résorber des situations d'îlots de chaleur en plein été et donc on a, développé avec ma collègue, qui est paysagiste, qui a réalisé cette étude-là, une méthode autour de la participation citoyenne. Donc, en gros, cet exemple, il est intéressant parce que, dans, l'intégration du végétal local, dans les communes, on peut utiliser aussi une méthode autour de la participation citoyenne, c'est-à-dire de faire intervenir les citoyens dans, toute la démarche et tout le processus en fait du diagnostic jusqu'à la plantation. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui a permis aussi à la population de s'approprier bien les espèces, les lieux, les choix de plantation, suite à ce diagnostic, partagé. Donc, c'est une illustration un petit peu de comment on peut aussi intégrer le végétal local dans des dynamiques, de participation citoyenne. Donc là, vous le voyez, hein, c'est, des grimpantes donc qui ont été installées principalement. Il y a aussi des vivaces en pied de mur qui ont été installées. Et donc, avec l'aide des services techniques, bien évidemment. Alors, il y a toute la question la détection des réseaux, la déclaration, et cetera. Et puis là, l'idée, c'était aussi d'utiliser un outil qui est souvent utilisé dans des petites, et moyennes communes, même dans les plus grandes communes d'ailleurs, puisque la commune de Montpellier l'utilise aussi, c'est le permis de végétaliser, hein, le bon de végétalisation. Et donc là, ça a été le cas aussi, parce que ces plantations citoyennes, elles ont permis, avec la méthode du CAUE du Gard, de pouvoir contractualiser entre un particulier et la ville le lieu et le choix exact des, euh, des plantes à intégrer au pied des façades, et puis la contractualisation via voilà, quelle est la part de responsabilité de chacun sur l'arrosage, la taille éventuelle, etc. Donc cet exemple, il a été réalisé dans 3 rues de la commune de Marguerite. Ça a vocation aussi à s'étendre, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, pas hésiter à intégrer aussi ces questions de participation citoyenne dans ces projets-là de végétalisation avec du végétal local. Donc là, bon, c'est pas forcément que des essences locales qui ont été utilisées, mais un panache peut tout à fait être, intégré, dans ce type de projet.
Alors, du coup, c'est moi qui vais reprendre la suite. Merci, Véronique, pour la diapo. Juste parce que j'ai vu passer les questions, donc c'est peut-être pour répondre, parce qu'on était sur le sujet des plantations de façade. Les permis de végétaliser, en fait, ce ne sont pas des autorisations d'urbanisme, hein, ce sont des dispositifs qui sont mis en place par certaines communes, assortis donc de conseils techniques de mise en œuvre et parfois également d'aides financières. Pour la plantation en pied de mur et façade de rues commerçantes, donc nous on a quelques exemples au centre-ville de Foix, hein, qui marchent assez bien. Et dans ce cas-là, bon, comme le disait Florian, hein, c'est bien d'associer la population parce que quand ce sont donc les propriétaires des façades qui peuvent s'occuper de l'entretien, c'est mieux. Mais en général, donc les collectivités mettent à disposition des conseils, hein, auprès de leur service espace vert. Voilà, donc pour le sujet des noues et des fossés, je vous ai mis l'exemple du parking du Circa, le centre des arts du cirque à Auch. C'est un espace donc qui est vraiment remarquable où justement donc on a une gestion du pluvial au travers de nous. Donc comme l'expliquait Véronique, la plupart du temps ce sont des espaces qui sont secs, ce qui fait que la palette mise en place à ce niveau-là, elle était plutôt de milieu sec. Et c'est nous, donc, elles alimentent tout un réseau en fait de bandes plantées qui accompagnent de façon très très qualitative le parking. Ce principe donc il s'est étendu aux espaces publics des abords, hein. On a notamment une voie verte, hein, qui passe à côté. Et quand on retourne chercher sa voiture, en fait, on a vraiment l'impression de se balader dans un jardin. C'est quelque chose d'assez réussi. Les noues, donc, elles sont en connexion aussi avec un bassin de rétention qui est alimenté par un parc, hein, qui est à proximité donc, du parking. Voilà. Alors, au sujet des noues et des fossés, donc une photo à gauche, hein, on est toujours sur le parking du Circa, avec donc là aussi des plantes qui se sont bien développées, et une photo aussi d'un aménagement de collecte des eaux pluviales dans un quartier résidentiel de Portet-sur-Garonne, donc a été primé, hein, justement pour ce travail-là, où tout se passe en aérien en fait, et où on a vraiment une interférence très très intéressante entre la partie technique, hein, de collecte du pluvial et les espaces publics, puisqu'en général donc ces noues végétalisées, ces bassins de rétention côtoient des trottoirs, côtoient des voies circulées et servent donc de support à la mise en place d'une végétation. Au moins pour la strate arborée, beaucoup d'essences locales ont été utilisées. Voilà, ça sont de très bons exemples. Euh, donc j'ai vu passer une question sur les LED techniques. Donc les CLUE, je vous en ai pas parlé en préalable, mais bon, ce sont des organismes au même titre que la Fredon qui peuvent conseiller donc les collectivités en amont de leurs projets et les orienter ensuite sur des professionnels donc, qui sont à même de développer, de mettre en place donc, ces projets-là sur leur territoire. Voilà, on peut passer à la suite. Ah bah, la suite, c'est encore moi. Donc, simplement pour vous dire un mot sur la végétalisation des pelouses et des prairies. Et sur leur gestion, puisque donc nous, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces auprès des communes. Et on essaye donc de faire la promotion auprès d'elles de la gestion différenciée, notamment au travers des pelouses et des prairies. C'est avec l'idée de ne pas tondre à outrance tout au long de la période estivale, mais au contraire donc de générer des espaces en fauche tardive, c'est-à-dire des endroits où on ne va pas tondre et où on va juste faucher une fois ou deux. Et donc, la plupart du temps, comme ce type de gestion intervient sur des espaces publics, des squares ou des jardins, on a donc là, c'est des vues d'une commune rurale, hein, en Ariège qui s'appelle Saint-Quentin-la-Tour, où le jardinier, l'employé communal, en fait, au départ, il s'est amusé à créer des labyrinthes dans des grandes prairies. Et là, donc, il a eu deux surprises. C'était de voir donc apparaître tout un cortège d'orchidées qui avaient disparu, hein, sous l'égide
de la tonte. Donc gros bonus pour la flore locale et la biodiversité. Et également, il s'est attiré le bonheur de tous les enfants de la localité qui lui demandaient dès la fin de l'année, même avant le début du printemps, quand est-ce qu'il allait faire le labyrinthe, parce que donc les enfants du village allaient s'amuser à l'intérieur et c'était vraiment quelque chose de ludique et de très très intéressant. Donc au-delà de l'aspect ludique hein, de la création de ces espaces-là, il peut aussi y avoir une fonction esthétique, hein, c'est la photo du milieu, où là, effectivement, le jardinier s'est amusé aussi à créer des choses un peu scénographiques, on va dire, en utilisant donc les allées, les secteurs tondus et au contraire ceux qui sont réalisés en fauche, en fauche tardive. Voilà. C'est deux atouts en fait sur lesquels les collectivités peuvent rebondir et qui font notamment ça a une portée pédagogique auprès de la population, hein, puisque les utilisateurs, les enfants, les parents posent des questions aussi sur le pourquoi du comment. Et le pourquoi s'explique très très facilement dans ce cas-là notamment. Merci. Merci Agnès. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter un autre exemple donc issu de l'accompagnement dans le cadre de ce budget participatif il y a donc l'année dernière. De même, c'était le cimetière de Prats-de-Moyau que vous voyez à l'écran avec un plan de végétalisation du cimetière. Donc l'idée, c'était pareil dans le cadre d'un temps de concertation participatif sur 2 ateliers. Les habitants ont été invités à venir émettre des choix, des avis sur la végétalisation du cimetière. Et il en a résulté ce plan, cette carte en fait de végétalisation avec plusieurs endroits qui avaient été identifiés par les participants à végétaliser. Et on voit que dans ces endroits, et on a des espaces alors avec des usages, hein, typiquement les allées, heu, des intertombes aussi, on peut venir, heu, voilà, qu'on peut venir fréquenter autour de la tombe pour des questions de manutention, et cetera. Et puis des endroits avec peu ou pas d'usage. Et donc l'état initial, c'était un cimetière qui était heu, enherbé suite à l'arrêt du zéro phyto, hein, puisque bon, principal, tu peux revenir en arrière, hein, mais si tu veux, Véronique, mais qui était enherbé suite à l'arrêt du zéro phyto, mais au final, peu ou pas de végétation installée. Et l'idée, c'était voilà, l'été, des températures importantes, et un véritable four à ciel ouvert. Et donc ce plan de végétalisation, il vous montre en fait que sur un espace donné, on peut, avec les habitants, venir identifier et pointer des endroits qu'on peut venir végétaliser. Donc là, on a des couverts herbacés dans les allées, des couvre-sols intertombes, qui soient piétinables ou non piétinables, hein. Et vous retrouverez des exemples en fait dans les fascicules. Et puis, des espaces sans usage où on n'a pas vraiment besoin d'aller faire quelque chose, on va pouvoir, installer par exemple de la prairie fleurie sur des petits coins. Donc c'est autant de petits coins et de petits espaces, à végétaliser qui vont être, bénéfiques pour la biodiversité environnante. Donc voilà, pour vous montrer un exemple de plan de végétalisation d'un espace. Et puis donc, une deuxième diapo avec d'autres exemples. Alors c'est vrai que, je sais pas pourquoi, mais on aime bien les cimetières, nous, à Fredon. Et ce sont des espaces qui ont souvent été bien, entretenus dans le cadre, des démarches autour de l'utilisation des pesticides à l'époque, hein. Et avec le zéro phyto, ben, on est arrivé progressivement à, soit de l'enherbement spontané d'espace, ou soit comme vous le voyez sur cette photo, un avant-après sur la commune d'Alzone, qui a elle décidé de végétaliser son cimetière. Elle a quand même végétalisé autour de 1 500 m², ce qui est pas rien, en 3 zones, en 3 ans.
il est allé progressivement pour l'acceptation de la population. Mais on voit l'avant-après et aujourd'hui, ça répond aussi à des questions de problématiques d'îlots de chaleur, hein, et bien évidemment d'accueil de la biodiversité puisque là, vous voyez des allées en fait enherbées, mais ils sont allés aussi, beaucoup plus loin avec la plantation de vivaces, la plantation de couvre-sol en intertombe, en variant aussi les essences et en choisissant du végétal local aussi. Donc c'est vraiment des lieux où on peut tester les choses progressivement, parce que le cimetière, ça reste un espace avec un usage très particulier et sensible aussi. Donc y aller, par petites touches. Mais, en tout cas, vous voyez et notamment sur la photo en bas à gauche, alors c'est pas forcément du local, mais on peut planter du local entre les tombes avec, du piétinable ou non piétinable, comme vous voyez sur cette photo. Donc l'idée, c'est d'augmenter la part de végétal local dans ces projets de végétalisation. Et donc il y a de nombreuses communes de notre réseau qui ont fait ce choix-là et qui continuent. On le voit en haut à gauche avec cette, photo à Caussade où on a un petit, espace, peut-être une ancienne concession ou en tout cas un espace aujourd'hui qui n'a plus d'usage et qui a été, semé de prairies fleuries. On voit aussi un petit espace, plutôt urbain, alors c'est dans la commune de Prats-de-Moyaux, donc ça reste un village, mais un petit espace, une banquette qui a été plantée comme ça de prairies fleuries. Donc c'est tout petits espaces là et puis après en haut à droite, un espace beaucoup plus grand avec là, une gestion plutôt, de pâturage. Donc ça amène aussi la question de la gestion, hein, comment on gère ces espaces, puisqu'en bas à droite, vous voyez, on en revient aussi à la photo d'Agnès, du départ, c'est-à-dire une gestion différenciée, une tente différenciée sur la photo au centre avec un chemin où on a tondu les bas-côtés, puis on laisse en fauche tardive le restant qu'on va venir faucher au courant de l'été, une fois que les cycles des espèces qui ont utilisé ces prairies se terminent progressivement. Et puis à droite, vous voyez un petit peu un cheminement similaire à la première photo, c'est une tonte différenciée où là, pareil, l'agent s'est amusé aussi à créer des passages dans des endroits qui étaient peut-être pas forcément fréquentés auparavant et ça ouvre aussi, des perspectives, autres sur, des espaces qui étaient pas utilisés. Donc tout ça pour vous dire que aussi cette gestion différenciée, c'est un mot qu'on emploie souvent et c'est une gestion qui permet de gérer différemment les espaces de manière non homogène et ça permet, d'avoir une fréquence de tonte réduite, un enracinement favorisé et puis un accueil de la biodiversité amélioré puisqu'on laisse un couvert végétal, qui va, offrir gîte et couvert, plus longtemps pour les espèces, qui abritent votre commune. Et par exemple, un exemple, typique, hein, un atlas de la biodiversité communale ou similaire peut déboucher sur des démarches, de gestion après, pour gérer, l'espace en fonction de certaines espèces qui ont été identifiées. Je pense à ce que disait Agnès au début, des espèces d'ophrys ou d'orchidées qui peuvent être bien identifiées par les agents et qui vont être, voilà, laissées tranquilles, et on prend en compte la biodiversité présente pour gérer ces espaces quand on connaît un peu mieux le cortège qu'on a dans ces espaces, verts. Voilà. Merci Florian, Véronique. Donc je reprends la main sur Oui. la végétalisation des talus. Donc savoir que ces espaces-là, ils sont contraignants parce que souvent difficiles à entretenir. Euh, donc là aussi, on peut mettre en place des systèmes de gestion différenciés. Et nous, ce qu'on conseille aux communes souvent, c'est sur des talus comme celui que vous avez en photo, là, il peut très bien y avoir un petit espace, un petit sentier créé au milieu qui permettent donc d'accéder sur des parties centrales de façon un petit peu plus confortable pour éventuellement y avoir des actions d'entretien. Donc, la plupart du temps, quand on n'entretient pas les talus, ça fait tout de suite très peur aux élus et aux agents parce que notamment il y a des ronces qui vont se développer dans les talus et c'est souvent synonyme donc d'espaces qui sont pas gérés.
Et on a toujours, nous, un gros travail à faire en expliquant aux élus et aux agents que la ronce, c'est vraiment une plante intéressante en tant que pollinisateur. Ça sert à nourrir les passereaux, etc. Et ce qu'il faut donc leur expliquer, c'est qu'en installant justement des passages comme ça dans les talus, ça permet d'y accéder, ça permet de garder éventuellement deux, trois poches qui sont débroussaillées. On peut y installer deux ou trois plantes horticoles aussi qui indiquent que l'homme est passé par là. Et du coup, ça peut permettre d'expliquer pourquoi, au contraire, on a laissé se développer des ronces ou d'autres plantes rudérales qui n'ont pas très très bonne réputation, au bénéfice donc de la biodiversité notamment. Voilà, et je vais passer la parole à Manuel, donc je pense qu'il va vous présenter un exemple de revégétalisation de talus qui est intéressant. Voilà, donc du coup, un cas concret aussi. Alors, c'est pour mettre un petit peu le cadre, c'était dans le cadre d'un projet expérimental. Et donc, on n'a malheureusement pas eu autant d'accompagnement que l'a présenté Florian avec la Fredon, mais c'était intéressant. Donc, c'est sur la commune d'Escalquins, en banlieue de Toulouse, où on avait des talus donc très importants, plus de 9 mètres de développés sur une déviation. C'est la déviation d'un passage à niveau. Et donc, pour aller jusqu'à l'ouvrage d'art, il y avait de grands talus. Et donc, sur cette végétalisation, on était avec les enjeux en présence suivants. Alors, la première des choses, c'était la tenue du sol. Donc, il faut savoir, sur ces ouvrages-là, le sol, il est stabilisé à la chaux. Et par-dessus, il y a de la terre végétale qui a été régalée. Mais pour pas qu'elle tombe et pour limiter l'érosion, on avait besoin d'une végétalisation adaptée. C'est une zone donc en bord de route et en région périurbaine où il y a une certaine pression d'espèces de plantes exotiques envahissantes. Donc, un des enjeux de la végétalisation, c'était aussi de couvrir vite le sol pour éviter qu'il y ait ces espèces qui s'y installent et qui ensuite génèrent des coûts à la gestion. Et puis, évidemment, des enjeux paysagers et d'accueil de la biodiversité, dont les pollinisateurs, pour la partie ouverture, inauguration de l'ouvrage. Et donc, dès le début, on a eu cette question d'anticiper la gestion différenciée et la gestion techniquement faisable sur ce type de pente. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, ça n'a pas été tout à fait abouti. Enfin, voilà, on n'a pas réussi à stabiliser un mode de gestion compatible, mais bon, c'est intéressant de se poser la question. Et après, le conservateur botanique a contribué sur la composition de listes d'espèces et du protocole de végétalisation. Donc, savoir quelles espèces on veut implanter et comment on les sème, à quelle densité, est-ce qu'on met un amendement, est-ce qu'on fixe les graines au sol ou pas, comment. Tu peux passer à la diapo suivante. On aura un peu plus d'images. Voilà, donc on voit un peu plus la vision d'ensemble du projet. Et donc, il y avait une question dans le chat sur les proportions en termes d'espèces. Là, je vous ai mis un peu les 5 composantes qu'on a retenues dans ce mélange. Et pourquoi? Donc, on a pris d'abord les 1 et 2, là, des espèces annuelles. Alors, certaines végétales locales, on peut voir sur les photos du bleuet, du coquelicot, de l'anthémis, donc des espèces qui sont en général compagnes des moissons, plutôt messicoles, qui vont aimer, elles vont avoir, elles aiment bien les milieux perturbés. Donc, c'est des espèces qui vont assez vite se développer et assez vite occuper le sol. Mais comme la pente est très forte, on est loin du talus paysager présenté par Véronique en introduction, et qu'on avait besoin d'occuper très rapidement le sol pour pas qu'il y ait d'érosion, on a également ajouté des espèces annuelles de type agronomique. Donc, il y a eu de l'avoine de semer, et puis l'espèce mauve, là, c'est de la facélie. Ensuite, on a mis donc les numéros 3 et 4, donc les espèces qu'on voulait comme cible, en fait, de façon pérenne. Donc, des semences de prairies naturelles récoltées en mélange. On a, grosso modo, moissonné une prairie et utilisé les graines de la diversité de ce qu'on trouve dans la prairie naturelle
sur ce talus. Et comme il y avait des enjeux paysagers et d'accueil des pollinisateurs de façon plus poussée sur ce site, on a aussi certaines espèces vivaces et fleuries qu'on a achetées pour inclure au mélange. Donc sur la photo d'en bas, à côté du bleuet, on voit le compagnon blanc par exemple, ou je ne sais pas si c'est très visible sur ces photos, mais il y a de la marguerite ou de la centaurée qu'on peut ajouter ponctuellement. Et voilà. Et on s'est permis aussi de garder certaines graminées de mélange plutôt conventionnel de talus. Donc vraiment pour pas prendre de risques sur la tenue du sol. Et voilà, sur l'image en bas à droite, vous voyez que ça a été semé à l'hydrocideur et donc on voit un mulch et les jeunes plantules qui, après quelques semaines de semis, se développaient déjà. Et voilà, la plupart des photos que vous voyez fleuries, c'est la première et la deuxième année. Donc voilà, la plupart de ces espèces-là fleuries sur les photos ont un rôle uniquement temporaire et passent le relais à d'autres espèces plutôt vivaces par la suite. Merci beaucoup pour tous ces retours. Et donc maintenant, on en vient aux questions. Alors, j'essaie de remonter. Alors, je vais peut-être le faire dans l'autre sens. Dernière question de Charles Gerst qui demande s'il n'y avait pas eu des problèmes avec le chaulage sur la végétalisation des talus. Alors, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, le chaulage, c'est une solution. C'est aussi une contrainte très importante, mais c'est une solution pour la tenue des sols. Donc, oui, enfin, je ne sais pas trop comment répondre. C'est vraiment un des éléments dans ce type de gros chantier. Il y a des lots terrassement, des lots ouvrage, et donc la partie terrain chaulé, ça c'était pas du tout, on pouvait pas le remettre en question. C'est vraiment l'ingénierie civile qui l'a défini. Et après, nous, quand on a travaillé sur le volet végétalisation, on a dû le prendre en compte, effectivement. Et donc c'est des contraintes supplémentaires. Mais globalement, si la terre végétale elle est bien stockée en début de chantier et régalée de façon homogène juste avant le semis, ce qu'il y a sous la terre végétale a peu d'influence chimique sur les horizons de surface. Merci pour ce retour. Alors, merci beaucoup Florian d'avoir fait la réponse, mais du coup, je la partage avec tout le monde. Il y a une personne qui demandait quelles étaient les plantes qu'on pouvait semer entre les tombes. Donc, Florian, je lis peut-être ton retour. Ce sera peut-être plus rapide parce qu'on est un petit peu tenu par le temps. Donc, Florian nous recommandait qu'en fonction du contexte de climat et de sol, les couvre-sols piétinables ou non piétinables sont possibles en fonction du besoin. Et dans le guide planton local et les fascicules, plusieurs espèces sont présentées à vérifier si elles sont piétinables ou non. Donc, si jamais Florian, tu voulais compléter, n'hésite pas le temps que je cherche la question suivante. Alors, ça rejoint un petit peu Manuel la réponse que tu as commencé à amener sur l'exemple d'Escalquins, mais si jamais quelqu'un veut compléter, donc il y a Stéphanie Garrido de l'Arbre Sud. Merci pour ta présence Stéphanie, qui sont effectivement en PACA sur les mêmes démarches que nous. Donc les panachages possibles entre espèces végétales locales et espèces horticoles sont des exemples très intéressants. Quelle répartition en pourcentage est intéressant à atteindre pour créer ou recréer de la biodiversité et favoriser insectes pollinisateurs? Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus? Alors, moi je trouve ça très très complexe de parler en pourcentage parce que dans une végétation structurée, le pourcentage, l'abondance, la dominance d'une espèce, c'est pas forcément la même chose que ce qu'on va semer. Donc là, nous, quand on voit des coquelicots la première année, ben, on en voit plus que le pourcentage du poids de graines qu'il y avait dans le mélange. Donc en fait, je trouve que c'est très compliqué. Ce qu'on a fait comme mesure comparative, c'est quand il y avait du végétal local et quand il n'y en avait pas du tout. Donc là, on a des différences observées et suivies. Mais
De façon globale, je préfère pas trop avancer de pourcentage, ni sur les espèces herbacées, ni sur les espèces ligneuses. Oui, effectivement, c'est un sujet compliqué pour se positionner en termes de chiffres. Alors, je regarde, il y a un certain nombre de questions. Vous avez déjà répondu au fil de l'eau, mais je compte sur l'œil averti de Yves pour me dire si j'en ai oublié des importantes. Si je vois, existe-t-il un guide de communication grand public pour que les administrés ne soient pas réfractaires aux démarches d'ensauvagement et aux nouvelles pratiques? Alors, moi j'ai envie de dire que le guide planton local, il est tout à fait accessible pour du grand public. Pour preuve, j'en ai que j'ai de plus en plus de particuliers qui me demandent de leur envoyer une version papier. On est de plus en plus sollicités comme ça, donc on les envoie un par un aux, voilà, aux usagers, qui en général disent aussi qu'ils ont des jardins personnellement en Occitanie et que du coup, ils s'interrogeaient sur les bonnes pratiques. Donc je pense que c'est, enfin, en tout cas, notre souci dans la rédaction du volet pédagogique, c'était vraiment que ce soit accessible à tous. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des documents vraiment spécifiques grand public. Il y a des petits fascicules de sensibilisation qui ont été mis au point par différentes villes, différents services espaces verts qui se sont lancés dans la gestion différenciée notamment. Ça peut venir en complément effectivement des ressources Mm. proposées par le guide. Mais la Il y a aussi, pédagogie, elle est vraiment indispensable à développer auprès du grand public, auprès des administrés. Mais il faut au préalable avoir convaincu les élus et les employés municipaux. il y a peut-être, si je peux me permettre, Véronique, ce qu'évoquait Florian, à savoir l'association de la population et des citoyens au choix et à la mise en place des pratiques. C'est une manière de communiquer qui est souvent la plus efficace pour convaincre. Alors, il y avait une question de Fanny Pradel sur quelle épaisseur de terre végétale était disponible. Je suppose sur le dernier retour d'expérience. Alors, c'était très peu. C'était autour de 20 centimètres, entre 15 et 20 centimètres de terre végétale sur ce chantier. Alors, pardon Florian, je viens à peine de voir ton message sous Pas de problème. faire des grands signes dans ces cas. Donc, je ne sais pas si tu voulais compléter. Non, mais je revenais juste sur les questions de communication j'ai plus exactement la question en tête, mais c'est vrai que nous, à l'échelle du réseau, par exemple, on s'affaire beaucoup à créer des outils de communication de sensibilisation mais pédagogique pour essayer d'anticiper au mieux l'acceptation des usagers, quoi. Voilà. Pour nous, essentiel pour atteindre l'objectif qu'on se fixe sur la végétalisation parce que il y a plein de petits de petites réticences en fait sur ces projets-là et donc voilà. Enfin, en tout cas sur le site du réseau GV, il y a pas mal de choses qu'on peut aller piocher. Ah, merci beaucoup, Florian. Je vois Ophélie Grandemain qui demande si on organise des sessions d'information de présentation de ces outils aux collectivités, notamment à destination des agents en charge des espaces verts. Alors, dans l'absolu, oui, c'est possible. Déjà, on a, et je les remercie grandement, l'ensemble des membres du comité de rédaction que vous avez vu lister en introduction, qui font largement les VRP de ces outils-là à l'occasion de diverses journées, événements, etc. Donc, nous, en tant qu'ARB, bien sûr, on le fait aussi. On peut, alors, bon, je dis ça, oui, vous êtes combien? Je ne sais plus, 100 et quelques personnes. Donc, je sais pas dans quoi je m'engage, mais je dirais que si toutes les collectivités d'Occitanie me demandent de venir leur présenter les outils au niveau des agents des espaces verts, je ne vais pas y arriver, soyons clairs, même si je ne suis pas seule et que le comité de rédaction est toujours là pour qu'on se répartisse la charge. Mais effectivement, à la demande, oui, on peut faire des interventions ponctuelles selon des événements, des formations que vous avez. Revenez vers nous et on verra comment on peut répondre à votre besoin. Véronique, il y a Alors, une question. ouais, pardon. Pardon.
Alors, je Pardon, disais juste, Agnès. oui, non, non, c'est rien. Juste un petit commentaire en aparté, c'est que le premier guide, là, Planton local, nous, on l'a présenté dans le cadre de la remise des prix du concours des villes et villages fleuris. Et ça a bien marché parce que ça a permis de toucher quand même plus d'une centaine de collectivités au moins en Ariège. Et il me semble que dans d'autres départements, ça s'est fait aussi. Oui, moi Voilà. j'étais allée intervenir à celle de département de l'Aude. Et je crois qu'on était, d'autres aussi étaient intervenus sur ce genre de journée. Je suis aussi intervenue auprès des DDT, je me souviens, sur la dynamique Petite Ville de demain aussi. Donc, sur des événements comme ça, voilà, en fonction de nos possibilités d'agenda, on essaie de se rendre disponible. Et du coup, Yves, tu disais qu'il y avait une question qu'on avait. Oui, alors c'est parce que c'est un élément de communication vis-à-vis de la population. C'est une communication sur l'arrosage des plantations en pied de façade. Je remonte un peu, mais il y a une question sur l'humidité que ça peut apporter. Est-ce que ça n'amène pas des problèmes d'humidité? Je pense que ce sont des questions auxquelles peuvent être confrontés les responsables techniques et de paysage quand ils vont parler de ça à la population. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? En général, bon, l'exemple dont je vous ai parlé, c'était celui de Saran. Donc, on est sur des plantations en pied de façade de murs anciens. Donc, les murs anciens, en fait, ils sont corrélés au sol sur lequel ils sont posés, hein. Il y a pas de fondation. Et les murs en pierre, donc, ils sont ourdés avec du mortier de chaux qui gère parfaitement les échanges humidité, sol, mur, atmosphère. Donc le fait de planter, en général, c'est bénéfique parce que les plantes absorbent de l'humidité au contraire qu'elles n'en amènent. Mais là, je dirais que c'est des interactions qui sont globales. C'est un tout, en fait, hein, les relations entre le mur de la bâtisse, le pied de mur, la végétation, l'atmosphère. Et surtout, ça, c'est une affaire qui marche bien si on n'a pas introduit de béton en revêtement de façade, de béton en pied de mur, etc. Voilà. C'est vraiment un écosystème particulier et c'est des choses toutes simples en fait à mettre en place. Mais donc si le mur a gardé ses capacités de drainage et d'absorption d'humidité, il n'y a aucun problème avec les plantations en pied de mur. Oui, oui, merci beaucoup Agnès pour ces précisions techniques. Je vois l'heure tourner. Si je n'ai pas oublié de questions vraiment importantes, il me semble pas. Je vais pouvoir Et passer. Oui, vas-y je vois Yves. une question, pardon, sur Oui, le. Je pense que ça correspond sur les talus. C'est une question sur l'épaisseur de terre végétale disponible dans l'exemple de Manuel, je crois, tout à l'heure. Et oui, je Manuel a crois. répondu, pardon, 15 à 20 Ouais, 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 centimètres. ouais. Manuel avait répondu Désolé. aussi oralement tout à l'heure et du coup merci pour la précision écrite avec une photo à l'appui. Comme ça vous aurez tout. Du coup, 26, on va être respectueux des habitudes des webinaires de l'ARB, c'est-à-dire finir à l'heure, précisément à l'heure. Donc, je laisse peut-être la parole du coup à mon collègue Yvan pour vous faire les deux dernières annonces de clôture avant de reprendre la parole pour vous remercier tous. Et donc, pour vous inciter, vous proposer d'aller demain et après-demain fréquenter les salles, les couloirs du salon Ad Natura qui cette année ne se tiendra pas. Elle ne se tient pas à la Foire Expo de Montpellier, mais je recherche l'adresse exacte à l'Institut de botanique et au site Saint-Charles de l'Université Paul Valéry. Donc, ce sont des journées qui concernent la recherche et la gestion de la diversité en temps de crise écologique. Je pense que vous pouvez encore vous inscrire sur le site salon-adnatura.com et regarder le programme plus en détail. Et l'autre information Et la porte toute sur, dernière, alors pardon, bon, c'est juste effectivement. pour un Bon, prochain ouais. webinaire. Ouais, prochain webinaire. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude d'annoncer la date et le sujet. Là, la programmation pour 2025 n'est pas tout à fait calée encore, mais du coup, vous serez du coup destinataire en tant que
fidèle participant au webinaire de l'ARB, vous serez destinataire de l'information dès qu'elle sera calée. Voilà, et donc merci à toutes et tous. Il est 28. Pierre Biozen qui s'excuse de son absence. Aujourd'hui, il était dans l'impossibilité d'assurer l'animation de ce webinaire de façon exceptionnelle aujourd'hui. Merci pour tous ces encouragements. J'espère que ça vous sera utile et dès que les outils seront en ligne et disponibles, et notamment, on va faire des éditions papier pour les fascicules, on vous tient au courant, mais du coup, bon, les fêtes arrivant, je pense que tout le monde est très, très, très chargé là en cette fin d'année. Donc, je pense que voilà, en janvier, vous les recevrez, pas sous le sapin du coup, mais en étrenne de nouvelle année. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite du coup une bonne suite d'après-midi et à très bientôt du coup sur notre site, etc. Et vous avez toujours nos coordonnées à Pierre ou à moi sur les questions de plantes locales si vous avez des questions, comme l'ensemble de mes acolytes que je remercie encore pour leur efficacité, leur expertise, leur disponibilité. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.